Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin. Merci d'avoir choisi ma conférence. Puis je veux juste faire, il y avait peut-être une petite erreur dans ma biographie. J'ai fait une formation de yoga, mais je ne suis pas enseignante. Puis il y a quand même une bonne différence parce que je connais des très bons profs de yoga, mais donc je ne l'enseigne pas. Mais j'ai fait ma formation, ce qui m'amène quand même à avoir des connaissances là-dessus. Puis on va d'ailleurs en parler aujourd'hui. Alors là, je vous amène dans mon univers que je trouve passionnant, évidemment, que j'ai choisi il y a 5 ans, plus précisément, parce que avant je recevais des gens en consultation pour toutes sortes de problématiques, là, diabète, cholestérol, perte de poids. Mais j'avais toujours beaucoup des gens qui avaient des problématiques gastro-intestinales. Puis il y a 5 ans, j'ai décidé là, que j'allais me spécialiser, si vous voulez, un peu là, pour aider ces personnes-là. Alors là, maintenant, je vois que des gens qui me parlent de leur caca à tous les jours. Donc, si après vous avez des questions puis vous voulez me donner des détails, là, pour moi, c'est comme parler de la pluie et du beau temps. Donc, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, bien d'abord, je vais vous transmettre là, les recommandations nutritionnelles les plus probantes là, pour gérer plus précisément le syndrome de l'intestin irritable. On va aussi essayer de comprendre là, les risques, les limites des régimes alimentaires. Il y en a de nombreux régimes proposés pour ces troubles-là. Donc, on va essayer, c'est ça, on va voir les risques et les limites. Et aussi, on va parler des approches non nutritionnelles pour soulager les symptômes gastro-intestinaux. Alors, voici la déclaration de mes conflits d'intérêts ou potentiels. Alors, j'ai été conférencière pour la compagnie Mantra Pharma de octobre 2020 à février 2024, mais ça portait plus sur, on parlait des différents régimes, donc, mais il faut quand même déclarer nos conflits d'intérêts, donc voici pour cette information-là. Alors, pour réveiller vos cerveaux, parce que là, qu'on y recommence, ça, c'est déjà, le réveil est déjà un peu fait, mais pour réveiller un petit peu vos connaissances, peut-être sur l'intestin, l'estomac, je vais vous poser des questions, puis répondez dans votre tête à ces questions-là. Puis évidemment, par la suite, là, on va aller plus en détail là, pour vous donner les réponses. Fait que je donne quelques secondes à chaque question là, pour réfléchir aux réponses. La première question, quels sont les symptômes communs d'une personne qui a des problèmes d'intestin? Je vous laisse réfléchir à ça quelques secondes. Deuxième question, quelles sont les causes des problèmes d'intestin? Et finalement, la troisième question, quels aliments sont les plus souvent problématiques, selon vous, chez les gens qui ont des problèmes d'intestin? Je suis en train de poser des questions, puis je laisse les gens réfléchir. OK, donc vous avez sûrement eu des réponses qui ont popé dans votre tête, puis comme je vous dis, lors de la présentation, là, on va aller plus en détail là, dans les réponses à ces questions. On va parler aujourd'hui, je vous ai dit du côlon irritable, mais aussi des troubles gastro-intestinaux fonctionnels, les TGIF. En fait, là, les TGIF, là, c'est l'acronyme, on classe ces troubles-là aussi dans les troubles de l'interaction entre le cerveau et l'intestin. Ça affecte 40% de la population canadienne. Fait que si vous pensiez être tout seul à avoir des petits désagréments, c'est presque une personne sur 2. Donc, au Canada, donc, on ballonne, on chimou, on fait des pets en masse et c'est pas juste au Canada, c'est un peu partout dans les pays développés, surtout qu'on va avoir des taux élevés de problèmes gastro-intestinaux fonctionnels. Mais c'est quoi ces troubles gastro-intestinaux fonctionnels? Bien, c'est caractérisé par des symptômes vraiment qui vont être invalidants sans un marqueur biologique précis. Donc, c'est le type là, de problème où les médecins font passer tous les tests, plein d'examens, ça va jusqu'à la coloscopie, gastroscopie, et finalement, on vous dit « tout est beau », alors que la personne souffre réellement. Dans ces troubles-là, les plus communs, vous avez la dyspepsie fonctionnelle qui touche tout près de 8% des gens. Ça, c'est les gens qui ont une digestion laborieuse. On va dire souvent une digestion lente. Ils vont avoir des douleurs ou des inconforts dans l'appareil digestif plus haut.
une sensation de plénitude précoce. Donc, on mange, puis on est bourré très rapidement. Ça va amener des fois des nausées, ça peut aller jusqu'au vomissement, des raux, des reflux acides. Ensuite, on a le fameux, je dis fameux parce que c'est le plus commun là, de ces troubles-là, le syndrome de l'intestin irritable qui touche à peu près 15 % des gens. Le symptôme qui doit absolument être là pour arriver à ce diagnostic-là, c'est les douleurs abdominales, qui ne sont pas nécessairement tous les jours, mais il faut que les gens aient mal au ventre. Et ça va être associé à des changements dans les selles, soit des selles molles, des selles dures, changement dans la fréquence aussi. On pourrait tout d'un coup là, avoir plusieurs selles dans la même journée ou sauter 5 jours. Donc, alors voilà, c'est ça le portrait du syndrome de l'intestin irritable. Puis il va y avoir en plus des ballonnements puis des gaz souvent. Ensuite, on a la constipation fonctionnelle. C'est des gens qui ont juste un problème de constipation, sans les autres symptômes, qui touchent à peu près 9,3 % des gens. Diarrhée fonctionnelle, donc juste de la diarrhée, 7,6 % des gens. Et il y a même des gens qui ont juste le fameux ballonnement, la femme enceinte, là, ou distension fonctionnelle. Et là-dessus, j'ai quelque chose à vous raconter qui est arrivé hier. Alors, ceci n'est pas 2 femmes enceintes de 6 mois. Ceci est moi, à gauche, et mon amie Lynn, à droite, qui hier soir avons eu cette problématique-là. Et souvent, on est porté à penser que, bon, c'est dû à ce qu'on a mangé. Mais dans le cas d'hier soir, clairement, ce n'était pas ça. On avait dîné vers midi hier et, bon, étant donné là, tout ce qui s'est passé dans la journée, venir ici, puis il y a eu des conférences, on a eu même une séance de yoga, on est allé souper vers 19h30. Ça faisait 7h30 qu'on n'avait pas mangé. Et clairement, les deux, on avait très faim. Qu'est-ce qui se passe quand on a faim depuis plusieurs heures? On salive. On a des enzymes donc qui arrivent dans l'estomac. Il y a de l'acide qui est produit parce que le corps attend la nourriture. Et ça fait produire beaucoup de bulles d'air, beaucoup de gaz, si vous voulez, mais on appelle ça plus des bulles d'air. Alors là, on ressent ça, des fois les gargouillis. Et là, qu'est-ce qui se produit quand finalement on mange après 7-8 heures? Bien, c'est que ces bulles d'air-là sont poussées un peu plus bas et là, c'est pogné là. Dans le fond, tout cet air est pogné et là, bien, ça donne un ballonnement, une distension. Et d'ailleurs, dans la soirée et la nuit, cet air a sorti. Alors, Lynn m'a posé la question, elle a dit, mais Hélène, pourtant, on a juste mangé une soupe aux légumes. C'était-tu la soupe? Je dis, non, Lynn, c'est pas la soupe. Premièrement, le symptôme est arrivé tout de suite après que la soupe a été dans notre estomac. Ça ne pouvait pas être la soupe. C'est vraiment le fait que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas mangé. Et donc, ça a poussé les bulles d'air. Puis là, ben, en attendant que ça sorte, ça nous a donné un méchant inconfort. Fait que vous voyez, je ne suis pas si ballonnée que ça normalement. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et mon message là-dedans, c'est de dire qu'il ne faut pas toujours penser que c'est la nourriture qui a causé ça. Les questions, je vais les prendre à la fin, ça, pour être capable de passer à travers la matière. Alors, les troubles gastro-intestinaux fonctionnels sont complexes. On arrive, bon, c'est toujours un diagnostic d'exclusion là, qui permet de dire qu'on a ces problèmes-là suite à différents examens. Les causes sont peu élucidées encore, précisément. On classe ça dans les troubles de l'interaction entre le cerveau et l'intestin. On sait que ça se passe à ce niveau-là. Et la qualité de vie des gens est souvent très, très diminuée. Vous avez une étude ici où on a évalué la qualité de vie des gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable comparé à des gens qui ne l'ont pas. Pour différentes sphères de la vie, leurs relations, l'évitement social, aussi l'image corporelle, le fameux ballonnement des fois amène les gens à être très gênés. Et les résultats de l'étude finalement ont montré que les gens qui ont le côlon irritable comparé aux gens qui n'en ont pas ont un score de qualité de vie significativement inférieur pour plusieurs domaines reliés à la qualité de vie. Alors, même si ce n'est pas une maladie, c'est très invalidant. Quels sont les facteurs de risque? On ne connaît pas tout à fait les causes, mais on connaît plus les facteurs de risque. Qu'est-ce qui va nous prédisposer à avoir ces troubles-là? Donc, il y a la génétique. Oui, si vous avez des gens, si on a des gens dans la famille qui ont ces troubles-là, on a plus de chances d'avoir ces troubles. Mais vous avez différents facteurs de risque là, qui sont de différentes catégories. Le fait d'avoir eu une gastro-entérite assez violente ou une toxi-infection, une tourista, ça peut amener un déclenchement du syndrome de l'intestin irritable notamment. Les traumas dans l'enfance, on parle souvent d'abus sexuels, mais il n'y a pas juste les abus sexuels. C'est un facteur de risque connu
ça fait vraiment longtemps que c'est connu. Un support parental déficient, un stress chronique, la dépression ou l'anxiété, l'insomnie, et oui, évidemment, l'alimentation hyper transformée, mais c'est pas juste le fait d'avoir mal mangé qui amène ces troubles-là. Et là, bien, si on a peut-être plusieurs de ces facteurs de risque ou un, bon, c'est pas automatique qu'on va avoir le côlon irritable, mais c'est des facteurs de risque. Les conséquences, ils vont être à plusieurs niveaux. On pourrait développer un traitement anormal des sensations au niveau du système nerveux central, donc ressentir plus que les autres les symptômes. Pour une personne qui n'a pas ce dérèglement-là, avoir un ballonnement, ça pourrait être non douloureux, alors qu'une personne qui a l'intestin irritable, ça va être douloureux. Ça peut amener des troubles psychologiques, ça peut amener des troubles moteurs, donc diarrhée, constipation, une hypersensibilité viscérale, un dysfonctionnement immunitaire, un niveau de sérotonine qui est altéré dans l'intestin. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'humeur, mais elle a un rôle aussi dans l'intestin pour la motilité. Donc, si on a un niveau de sérotonine qui est altéré, on pourrait avoir justement trop d'activation, donc des diarrhées ou la constipation. Ça peut aussi augmenter la perméabilité intestinale, donc créer un intestin, là, en termes vulgarisés, qui fuit, et altérer notre fameux microbiote. Et tout ça, finalement, a des impacts dans les deux sens, là, sur le cerveau et sur l'intestin, et même, ça va plus loin. Les gens qui ont ces troubles-là vont souvent ressentir là, de la fatigue. Ça va aller au-delà de l'intestin. Alors, les déclencheurs sont souvent, effectivement, la nourriture et ou le stress. Et ça va générer là, différents symptômes. Les plus communs, c'est les douleurs, les diarrhées, constipation, ballonnement, gaz, reflux, mais vous avez la fameuse fatigue. Combien de gens, après avoir modifié beaucoup de choses dans leur habitude de vie, ressentent un regain d'énergie? Alors, quand on traite, ou en tout cas quand on soulage ce syndrome-là, on va reprendre une très bonne énergie. Là, je vais vous montrer un schéma là, qui a de l'air bien complexe, puis il y a plein de petites flèches, mais je vais vous le résumer. Donc, ici, vous avez l'algorithme décisionnel pour ceux qui ont le syndrome de l'intestin irritable, basé sur les recommandations là, de 3 organismes là, de haute notoriété, l'American College of Gastroenterology, l'American Gastroenterology Association et le British Society of Gastroenterology. Donc là, il y a des petits points de couleur selon ce que chaque organisme recommande, mais je vous résume ça. Donc, après que le médecin ait fait là, le bilan pour arriver au diagnostic là, du syndrome de l'intestin irritable, on dit que tous les patients qui ont ce syndrome-là, première étape avant de donner des médicaments ou autres, première étape, c'est de faire de l'éducation auprès de la personne qui en est atteinte sur justement c'est quoi ce syndrome-là, puis justement de pas que la personne ne pense pas que c'est juste dans sa tête, expliquer c'est quoi les facteurs de risque et avoir beaucoup d'empathie. Ça va être très important que le médecin reconnaisse que cette condition-là existe vraiment et finalement accompagne bien son patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette étape-là, on recommande que le médecin, parce qu'évidemment, c'est la personne, là, la première, évidemment, à parler à son patient là, des habitudes de vie. Là, on dit de, justement, reviser. Est-ce qu'au niveau sommeil, il y aurait quelque chose à travailler? Est-ce qu'au niveau du stress, est-ce qu'au niveau de l'activité physique, on pourrait faire quelque chose pour améliorer la condition? Et c'est avant même de parler de l'alimentation. Ensuite, évidemment, on va aborder l'aspect alimentaire. Mais encore là, dans l'aspect alimentaire, on ne tombe pas tout de suite dans une diète restrictive. On va recommander de reviser les habitudes alimentaires de base. Moi, j'appelle ça des recommandations plates. Les affaires qu'on sait, mais qu'on aimerait entendre quelque chose de nouveau, mais revenir à la base. Je vais vous en parler là, dans quelques instants. Habitudes alimentaires de base, est-ce qu'on ne pourrait pas voir s'il n'y a pas quelque chose à changer dans la régularité des repas, notamment? Et si ça ne fonctionne pas, là, il y aurait, par exemple, l'alimentation faible en FODMAP qui est plus restrictive. Mais avant ça, on essaie de juste revenir à quelque chose d'équilibré. Et si ça ne fonctionne pas, c'est après que, certains médicaments vont être proposés, certaines plantes même, comme l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est reconnue maintenant, surtout pour l'aspect douleur.
que ces gens-là vont ressentir. Il y a même des fibres qui sont suggérées, comme souvent on entend parler du psyllium. Donc, ça fait partie des recommandations. Et il y a toutes sortes de médicaments selon le type aussi de syndrome de l'intestin irritable qu'on va avoir. Il y en a que c'est à constipation, il y en a que c'est à diarrhée, il y en a que c'est le mix, ils ont un peu des deux. Donc, il y a toutes des décisions à prendre par rapport à ça. Et finalement, si tout ça ne fonctionne pas, on oriente les gens vers la psychothérapie ou l'hypnothérapie. Je vais en parler ça aussi, comme quoi c'est très, très démontré que c'est efficace, très efficace même. Alors, je suis nutritionniste, je vais vous parler surtout de bouffe, mais on va revenir sur les approches plus cognitivo-comportementales dans la dernière partie de la présentation. Donc, au niveau des habitudes de vie, la nutrition, c'est sûr que c'est souvent la première chose que les gens modifient. C'est un peu logique parce que c'est facilement contrôlable. On mange 3-4 fois par jour et les gens ont tendance à relier ce qu'ils mangent aux symptômes. Fait que c'est ça qu'on veut modifier souvent en premier. On dit que 85 à 90% des gens relient leurs symptômes à l'alimentation quand ils ont des troubles gastro-intestinaux fonctionnels. Puis c'est une réponse adaptative. Sinon, on serait un peu masochiste de ne pas faire cette réponse-là. Tu viens de te manger quelque chose, tu as eu très mal ou des diarrhées, tu ne veux pas que ça se reproduise, donc tu vas essayer de ne pas reproduire le repas. Tu vas dire, moi, je ne mange plus de ça. Là, à chaque fois que je mange des pâtes, je vais aux toilettes. Ou à chaque fois. Donc, c'est une réponse adaptative de tasser les aliments. Oui, des fois, ça peut être dû aux aliments, mais on va voir que des fois, c'est bien autre chose. Donc, oui, l'alimentation, c'est une sphère que les gens vont adresser là, en premier. D'ailleurs, dans les études là, où on parle de les soins intégrés, où on devrait travailler sur plusieurs aspects, 50% des gens vont aller vers l'approche alimentaire, c'est la plus populaire, surtout chez les 50 ans et moins. 30% des gens vont dire, ben moi, donnez-moi des médicaments, là, je n'ai pas le goût de changer mes habitudes de vie. Bon, chez les 50 ans et plus, mais là, je ne veux pas faire de discrimination. C'est des moyennes, évidemment. Parce que je suis certaine ici qu'il y a des gens, peut-être, qui ont plus que 50 ans, puis ils veulent une approche globale, là. Mais disons, dans la population générale. Puis seulement 20% des gens vont aller explorer l'aspect stress, psychologie et tout ça. C'est sûr, c'est moins tangible, on n'a peut-être pas toujours le goût d'aller voir de ce côté-là. Pourtant, c'est autant important, puis des fois, c'est la source. Moi, en alimentation, pour l'alimentation des gens, j'essaie de prévenir l'effet entonnoir. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans, qui sont rendus dans la restriction excessive. On part souvent d'une personne donc, qui avait une alimentation normale, variée, puis là, bon, elle a un problème gastro-intestinal fonctionnel très invalidant. Comme je vous dis, changer son alimentation, c'est comme le premier réflexe. Alors, si cette personne-là, bon, n'est pas suivie par un nutritionniste, par exemple, elle va lire plein de choses, elle va entendre plein de choses, surtout aujourd'hui. L'accès à l'information est très, très grand. Alors, cette personne-là pourrait voir que le sans gluten est suggéré parfois, le sans sucre, le cétogène, le sans produits laitiers, le jeûne intermittent, le sans histamine, sans solanacée, ça c'est ce qu'il y a dans les patates, les poivrons et les tomates notamment. Ça pourrait être aussi le régime faible en FODMAP qu'elle essaye parce qu'elle a entendu parler de ça. Le problème, c'est que si une personne fait beaucoup d'essais-erreurs en essayant plein de choses, on peut se retrouver là, dans cette cascade-là là, qu'on ne veut pas idéalement, mais on en voit beaucoup des gens ici. Donc, moins de variété alimentaire, peur de manger, détérioration un peu de la relation à la nourriture, des carences nutritionnelles, parce que là, il y a plein d'aliments enlevés. Et des fois, ça amène l'inverse, les compulsions alimentaires, parce que tu t'es restreint et là, finalement, tu veux... tu as un manque de plusieurs aliments, puis là, tu as des rages. On peut aussi avoir des attentes très négatives envers les aliments, donc avoir des réactions dues à cet effet-là. Ça peut amener de l'isolement. « Ah non, moi, je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas manger chez les gens parce que j'ai peur de ce qu'ils vont me servir et des réactions que je vais avoir. » Perdre du plaisir de manger. Et on dit que plus les symptômes sont graves, plus il y a d'évitement alimentaire et plus la qualité de vie est réduite. Fait que là, idéalement, on ne veut pas tomber dans l'effet entonnoir, mais même si on est là,
on peut s'en sortir, heureusement. Mais comment prévenir ça? Donc, les modifications alimentaires, il ne faut pas les faire au hasard. On le sait là, que les gens qui ont des troubles gastro-intestinaux fonctionnels, ils ont un système sensible, capricieux. Il faut en prendre soin, mais rester dans la vision globale pour prévenir justement l'effet entonnoir, entre autres. Alors, avant d'essayer une diète restrictive, on va d'abord regarder, comme je disais tantôt, les choses de base conventionnelles un peu plates. Regardez la fréquence des repas. Hier, là, le ballonnement, là, c'était dû à un trop grand écart entre 2 repas. Est-ce que je mange, justement, je saute des repas alors que je devrais manger parce que je ne prends pas le temps de m'arrêter? Fait qu'on va regarder ces choses-là. La quantité d'aliments mangés en un seul repas, si elle est trop abondante et que c'est les meilleurs aliments du monde, là, si elle est trop abondante, on pourrait avoir aussi des réactions. Je vais parler de ça dans quelques instants. La façon de manger, est-ce qu'on a mangé vite? Est-ce qu'on mastique ou non? Où on est dans quel état de stress pendant qu'on mange? Ça va avoir énormément d'impact. Le rythme à laquelle on mange, justement. Et est-ce qu'on écoute nos signaux de faim, de satiété ou non? Va avoir beaucoup d'impact. Fait qu'on questionne ça. Ensuite, on est encore dans les recommandations de base, là, surtout basées sur les lignes directrices NICE. NICE, c'est dans le fond le National Institute for Health and Care Excellence. C'est des recommandations du Royaume-Uni, mais qui sont reconnues pas mal à travers la communauté scientifique. Donc, les fameux repas réguliers pour éviter d'avoir trop faim et de trop manger, parce que les excès, les manques ne sont pas bons. L'hydratation, simplement. C'est pour ça que je dis que c'est des recommandations plates, ceux-là. Réduire la consommation. Là, ici, vous avez les aliments qui sont plus souvent incriminés. Puis là, on est dans réduire, on n'est pas dans tout enlever. Donc, l'alcool, la caféine, les boissons gazeuses, c'est des irritants. Alors, mais ce n'est pas un verre par semaine qui débalance une personne. C'est souvent pas un café par jour non plus, mais c'est les excès. Donc, réduire ces aliments-là. Trop d'aliments gras, mais surtout les gras transformés, là, le fast-food, mais aussi des fois un repas très viandé avec beaucoup de protéines animales pourrait être problématique chez les gens qui ont ces troubles-là. Trop d'épices aussi et trop d'aliments ultra transformés. On est dans le trop. Les fruits, bien que les fruits, c'est relativement santé, on va dire de ne pas dépasser 3 par jour parce qu'ils contiennent beaucoup de fructose et sorbitol. Ensuite, les aliments les plus producteurs de gaz, les plus connus, si quelqu'un en mange beaucoup et qu'elle a des troubles, on va lui dire quand même de modérer. Les légumineuses, le pain de blé entier particulièrement, l'ail, l'oignon, le lactose. Donc, on observe, OK, il y a définitivement beaucoup trop de blé entier. Est-ce qu'on peut réduire ça? Et ça, je vous dirais, c'est à éviter. Là, je vais être un peu plus strict sur ça, mais la gomme à mâcher puis les bonbons sans sucre qui contiennent, dans le fond, des sucres alcool, polyol, mannitol, maltitol, ça fermente chez tout le monde. Et juste l'habitude de mâcher de la gomme aussi, c'est qu'on est toujours en train de stimuler l'acide, la salive et la formation de poches d'air là, que j'expliquais tantôt. Fait que ça, je mettrais quasiment une croix là-dessus. Mais encore là, si c'est une grosse habitude que vous avez, peut-être juste réduire déjà va aider. Puis évidemment, limiter les aliments dont on a une intolérance connue. Là, évidemment, ça, quand ça a été trouvé, ça fait longtemps qu'on a une intolérance au lactose. Là, on évite ça, évidemment. Je vais avoir des petits cas là, à travers ma présentation. Le premier cas, c'est Marilyn, c'est des noms fictifs. Puis là, on est justement dans les recommandations de base. Donc, elle avait des ballonnements et des douleurs au ventre, mais pas de diarrhée, pas de constipation. Et ses symptômes, ils étaient toujours à mi-PM, puis c'était toujours après son 3e expresso de la journée, mais elle ne pouvait pas penser que ça pouvait être le café. Puis le café, c'est un irritant solide, surtout quand c'est pris à jeun dans un estomac. Ça augmente la production d'acide et même sur la muqueuse là, de l'estomac et de l'intestin, c'est irritant. Donc, chez elle, on a juste fait ce changement-là pour commencer. Et ça a réglé son problème. Fait que si elle avait été, par exemple, à fouiller par elle-même pour trouver une solution, quand on regarde ballonnement et douleur au ventre, là, vous allez avoir des diètes recommandées là, très restrictives.
Dans son cas, ça a fonctionné juste le café. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, que c'est aussi simple que ça. Mais des fois, c'est ça, revenir à la base. Et dans les thérapies nutritionnelles, il ne faut pas oublier l'aspect durabilité. Quand c'est très drastique, des fois, les gens, à un moment donné, abandonnent ou tombent dans la peur excessive des aliments. Puis ça, c'est une étude en 2022 où on a comparé 3 approches nutritionnelles pour l'intestin irritable. Donc, les conseils alimentaires de base que je viens de vous donner, le régime faible en FODMAP et un régime sans gluten. Les 3 thérapies ont donné une efficacité, ont été autant efficaces. Il n'y avait pas de différence significative, même si vous voyez qu'ici, ça a l'air plus efficace, la différence n'était pas significative. Donc, c'était pas mal égal. Mais au niveau de l'acceptabilité, c'est finalement la facilité à le faire, le fait qu'on va être capable de le faire longtemps, que c'est socialement acceptable, que ça coûte aussi pas trop cher faire les changements. C'était les conseils alimentaires de base qui ont permis aux gens de le faire et de le faire longtemps, puis que les gens trouvaient que c'était vraiment facile socialement parce que ça ne perturbait pas toute leur alimentation. Donc, il faut penser à ça. Est-ce qu'à long terme, la personne va être capable de suivre ça? Évidemment, quand c'est des vraies intolérances alimentaires ou des allergies, on n'a pas le choix, là. On évite l'aliment, puis, tu sais, la maladie cœliaque, on n'a pas le choix de faire un régime sans gluten. Puis, des fois, dans des cas de maladie cœliaque, d'intolérance au gluten non cœliaque aussi. Mais est-ce que c'est le régime sans gluten nécessairement d'emblée qu'il faut essayer en premier? Pas toujours. On va faire des petites mises en situation. Vous venez de manger et il y a un urgent besoin qui se fait sentir d'aller à la selle. Ça peut être le réflexe gastro-colique. Est-ce que vous connaissez? Il y en a qui disent oui, d'autres non. Alors, dans le fond, là, le réflexe gastro-colique, c'est le neuf qui pousse le vieux. Puis là, bien, ici, vous avez un petit estomac. Dans le fond, c'est la communication entre l'estomac puis l'intestin. Et ça se fait quand même assez vite. Donc, imaginez l'estomac qui dit « Hé, colon, fais de la place, elle vient de prendre son déjeuner. » Et l'intestin de remplir « Je m'en occupe, estomac, je vais bouger les choses et faire de la place. Elle aura besoin d'aller aux toilettes très vite. » Donc, ça communique ces deux-là ensemble. Et des fois, selon ce qu'on a mangé, on va stimuler le réflexe gastro-colique ou on va le ralentir. Donc, le réflexe gastro-colique, il se déclenche en mangeant et aide l'intestin à faire de la place pour les aliments qu'on vient d'ingérer. Il stimule l'intestin, principalement le côlon, pour qu'il se contracte puis déplace son contenu. Et on sait maintenant qu'un étirement plus fort, plus important de l'estomac, où certains aliments spécifiquement peuvent envoyer un signal plus fort. Donc, le café, c'en est un. Ceux qui ont de la constipation, des fois, vont aller aux toilettes grâce au café à jeun. Mais une personne qui a la diarrhée, son café à jeun va l'amener en diarrhée. Fait que, tu sais, des fois, c'est utile, des fois, c'est pas utile. Mais le café, il agit fort sur le réflexe gastro-colique. Des repas très gras. Et combien de gens me disent en constatation, quand je vais au restaurant, je vais toujours à la toilette après, puis je passe une mauvaise nuit. C'est pas tant encore là qu'il y a des allergies nécessairement, mais qu'est-ce qu'il y a au restaurant? C'est plus copieux. C'est souvent plus gras, puis tu prends un petit dessert, des fois de l'alcool. C'est l'abondance, le mix de ces aliments-là fait souvent que, à cause du réflexe gastro-colique, on va aux toilettes. Mais il n'y a pas tant un aliment là-dedans qui était problématique. Peut-être que oui aussi. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Des grosses portions, on en a parlé tantôt, mais aussi des aliments qui ont beaucoup de fibres, des fibres insolubles. Donc, une grosse salade, un gros popcorn pourrait aussi déclencher le réflexe gastro-colique. Pourtant, à prime abord, c'est quand même des bons aliments. La grande boisson froide bue très rapidement, avec de la glace, là. Ça aussi, ça peut déclencher des maux de ventre et des selles molles. Au restaurant, on a aussi ça, le fameux verre avec de la glace. Fait que, j'ai juste une petite question technique. Okay? Il y a beaucoup de monde qui prennent des photos. On m'a dit qu'on avait tous les ateliers enregistrés. Est-ce que c'est le cas pour la chose? Oui, ils sont enregistrés, puis je pense que le PDF aussi va être fourni. Hein? On a accès à ça. Oui, vous n'êtes pas obligé de les prendre en photo. Là. Oui, c'est vrai, j'aurais dû le mentionner. C'est un bon point. Fait que fatiguez-vous pas à lever vos bras. Donc, voilà.
Et chez les gens qui ont l'intestin irritable, ce réflexe-là, c'est ça le problème, c'est que si on n'a pas l'intestin irritable, le réflexe gastrocolique, il va être pas tant, comme on dit, hyper réactif ou hyporéactif, il va être, on va dire, normal entre guillemets. Ceux qui ont un côlon irritable à diarrhée, ce réflexe-là est activé, puis ça va entraîner souvent une diarrhée urgente et des crampes très tôt après avoir mangé. Retenez ça, là, le très tôt après avoir mangé. Si on a tendance à la constipation, le réflexe gastrocolique va entraîner plutôt des flatulences, des ballonnements et un gonflement important du ventre lorsque l'intestin se remplit. Parce que le corps est incapable d'évacuer les selles et de libérer de l'espace. Chez ceux qui ont tendance à la constipation, c'est que le message entre l'estomac et l'intestin n'est pas toujours coordonné. Donc, le neuf qui est supposé pousser le vieux, ça ne se fait pas. Fait que ça ballonne, ça fermente, ça respire pendant un certain temps, un peu trop longtemps. Fait que c'est ça, c'est une problématique là, qu'on voit chez les gens qui ont l'intestin irritable. Et ça va survenir habituellement 15 à 90 minutes là, après le repas. Donc, c'est pour ça que je voulais juste vous parler de ça, parce que ce n'est pas toujours des intolérances alimentaires. Si à chaque fois, justement, qu'on mange des pâtes, on a ce réflexe-là, est-ce que c'est pas plutôt qu'on mange des grosses portions, qu'on prend toujours ça avec du pain, avec du vin, du fromage par-dessus? Est-ce que c'est pas plutôt l'ampleur du repas qui est problématique qu'un ingrédient parmi le repas? Je vous parle d'un autre cas, Lucie, qui avait côlon irritable à constipation avec ballonnement. Elle avait tendance à manger des grosses portions de fruits le matin, ce qui est honorable, des grosses salades le midi, ce qui est honorable. Là, on n'est pas dans quelqu'un qui mange mal. Mais, bon, étant donné ses symptômes, on a juste travaillé sur la répartition dans la journée. Fait qu'au lieu de lui dire de prendre des gros bols de fruits le matin, je lui ai dit répartis ça dans la journée en 3 fois, parce que ça donnait beaucoup de sorbitol et de fructose, là, qui sont 2 FODMAP. Ça lui donnait beaucoup de fibres rudes aussi à cause de la salade. Et la salade, j'ai suggéré qu'elle la prenne en accompagnement, donc un peu moins, puis pas juste ça lors de son repas. Puis à la limite, une petite salade le midi, une petite salade le soir. Fait que dans le fond, au final, tu en as autant dans ta journée. Puis aussi d'ajouter un petit peu de fibres qui sont très intéressantes dans le SI à constipation, le lin, le chia, avec de l'eau évidemment. Et juste des remaniements comme ça, avec un peu de fibres, ça a aidé énormément. Encore là, on n'est pas dans une diète restrictive, on n'a pas enlevé le gluten, on n'a pas enlevé l'histamine, on est dans la base. Je ne vous dis pas que la base est toujours suffisante, mais il faut quand même passer par là. Une autre situation, douleur à l'estomac ou à l'intestin, juste après avoir mangé. Est-ce qu'on a mangé en pleine conscience ou en plein stress ou pleine distraction? Même moi, ça m'arrive, puis quand même souvent, parce que c'est dur d'être toujours en pleine conscience. Mais des fois, la cause de nos symptômes peut être à cause de ça et non à cause de la tranche de pain ou à cause de la betterave qu'on a mangée, qu'on ne mange pas souvent. Manger en pleine conscience, je vais faire un petit résumé bref. On a toutes des brides de ça. Mais c'est assez... il y a beaucoup d'aspects dans manger en pleine conscience. Puis c'est peut-être un peu pour ça qu'on ne l'applique pas souvent, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'étapes. Mais au final, c'est pas si compliqué. C'est mettre du sens. Manger en pleine conscience, c'est aussi manger des choses qui répondent à nos valeurs. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est sensible aux animaux et qui donc préfère manger végétarien la plupart du temps, mais que là, on lui imposerait de manger de la viande, bien, ça pourrait mal passer parce qu'elle n'est pas en phase avec ses valeurs. Aussi, quelqu'un qui aime manger avec des gens et non tout seul, le fait de manger tout seul, ça pourrait créer un stress aussi. Donc, respecter ça puis essayer de créer les conditions gagnantes. Être attentif, évidemment, là, porter son attention dans ce qu'on est en train de faire, ça fait partie de la pleine conscience. Et s'écouter, donc là, on tombe dans le corps. Est-ce que j'écoute ma faim, ma satiété, puis j'ajuste mes repas en fonction de ça? Est-ce que quand je mange, je goûte, je savoure, je suis curieuse aux sensations dans ma bouche? Est-ce que je mange avec plein de distractions, que je suis absorbée par mon téléphone ou mon écran, ou je mange sans trop de perturbateurs? Puis là, j'aimerais ici insister sur le fait que manger en pleine conscience, c'est pas manger tout seul, parce qu'on peut manger en pleine conscience avec plein de gens autour. C'est juste que
pendant qu'on parle, on est dans la discussion, puis là, ben, entre les conversations, on revient dans le moment présent. C'est surtout pas manger tout seul, parce que ça serait vraiment déprimant, là, s'il fallait, pour manger en pleine conscience, s'il fallait manger tout seul, ça serait dole. Et finalement, l'aspect qu'on ne parle pas souvent, là, dans la manger en pleine conscience, à tout moment, quand on mange, comme à tout moment dans notre journée, on a des pensées qui apparaissent, qui ne sont pas toujours positives, là, on s'entend. Et par rapport à l'alimentation, on peut avoir beaucoup de pensées négatives, de jugement, de culpabilité. Bon, je ne devrais pas manger ça. On me dit que c'était pas super bon, puis là, j'ai mal au ventre. Donc, beaucoup de jugement, beaucoup de culpabilité. Et on incite les gens à juste laisser flotter ces idées-là, puis pas embarquer dedans. Donc, pas se juger par rapport à ce qu'on est en train de faire. Tant qu'à avoir prévu de manger un peu de chocolat, assumons de le manger. Je pourrais prendre un exemple pire, là, de la poutine. Bien, j'ai souvent dit à mon amie Lynn que c'est mon petit péché mignon, mais je l'ai toujours bien digéré parce que je suis là-dedans là, quand je la mange. Là. Évidemment, je suis en manger 3 fois par semaine ou 3 fois par jour. Sûrement que ça me causerait des problèmes. Là. Mais le non-jugement, c'est un facteur très important de la pleine conscience. Bon, on revient aux symptômes. On a des selles très molles ou de la diarrhée. Est-ce que, encore là, c'est une intolérance alimentaire ou c'est pas d'autres choses? Est-ce qu'on a assez de fibres? Parce que quand les gens ont des diarrhées, ils coupent les fibres par peur que ça soit trop irritant. Et là, on se ramasse avec des gens qui mangent raffiné, viande, patates, riz blanc, pain blanc. Alors, c'est souvent pas le problème encore là. Et les fibres, souvent, qui vont être bénéfiques pour ceux qui ont tendance aux diarrhées, c'est les fibres solubles. Les fibres solubles, c'est les fibres qui vont se dissoudre dans un liquide, qui vont aussi former un mucilage. Ils vont aider à ralentir un peu le transit parce qu'ils sont moins, entre autres, parce qu'ils sont moins irritantes. Celles qu'on connaît le plus, là, c'est le psyllium, l'avoine, le chia, mais il y en a aussi dans les agrumes. Il y en a dans certains légumes comme les asperges. Il y a toute une liste de fibres solubles. Mais ces sources-là, ici, n'ont pas de FODMAP. Là. Je vais vous parler des FODMAP bientôt. Là. Fait que des fois, ça peut être les fibres solubles qui manquent chez des gens qui ont des selles trop molles. Alors ici, on a le cas de Catherine qui était sur la diète faible en FODMAP depuis 2 ans, ce qui est vraiment trop long. Donc, quand ça fait longtemps que tu fais une diète, tu as développé carrément une peur là, de réintégrer, souvent, en tout cas pas tout le temps, mais souvent. En plus, elle avait développé de l'incontinence fécale. Donc là, il n'était pas question d'ajouter des nouveaux aliments. Là. L'incontinence fécale, là, c'est un stress énorme là, quand les gens ont ça. Donc, on a commencé par le psyllium parce que le psyllium, autant il peut aider aux gens qui ont de la constipation en le prenant avec beaucoup d'eau, que quand on le prend avec pas trop d'eau, comme là, c'était juste une petite cuillère à thé dans 1/3 de tasse d'eau, ça va absorber le liquide des selles, fait que les rendre un peu plus solides. Puis vu que ça faisait 2 ans qu'elle mangeait pas beaucoup d'aliments, j'étais allée avec des petites quantités d'aliments lacto-fermentés pour un petit peu aider le microbiote. Donc, elle pouvait prendre un peu de kéfir ou un petit peu de choucroute ou de légumes lacto-fermentés. Et ça a arrêté son incontinence. Probablement que c'est plus le psyllium qui a agi. Puis elle a vu qu'elle était capable de manger des nouveaux aliments, les aliments lacto-fermentés. Fait que là, elle était prête à faire l'étape 2 de la diète FODMAP où on fait des tests puis on réintègre. Parce que là, on dirait que ça l'avait rassurée. Fait que les fibres solubles, des fois, souvent, c'est bon, miraculeux, j'aime pas dire ça, mais ça aide énormément. Puis les aliments lacto-fermentés, dans une récente étude, là, on a vu que ça contribuait à augmenter la diversité du microbiote et même à diminuer les marqueurs d'inflammation. Donc, c'est bien intéressant. Puis, évidemment, bon, moi, je suis nutritionniste, j'aime ça travailler avec des aliments. J'aime mieux travailler avec les aliments qu'avec les suppléments, mais je ne suis pas contre les suppléments. Quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais j'aime bien qu'on travaille avec les aliments. Donc, pour clore cette première section, avant d'associer un aliment à nos symptômes, est-ce qu'on ne peut pas regarder d'abord, mettons, on a mal une journée, on a des selles molles. Est-ce que j'ai bien dormi la nuit passée? Est-ce que j'ai bougé ou j'ai été assis toute la journée? Est-ce que j'ai mangé justement sur le coin de mon bureau stressé? Est-ce que j'ai bu assez? J'ai-tu mangé varié?
j'ai-tu mangé des repas régulièrement? Regardez ces facteurs-là avant tout de suite de penser que c'est une intolérance alimentaire ou un aliment qui est impliqué. Bon, ceci étant dit, quand à la base, on se dit, ben là, j'ai tout essayé ça, là, puis moi, ça ne marche pas. Genre, je suis encore toute débalancée, j'ai plein de symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le prochain pas, c'est sûr que c'est souvent l'alimentation FODMAP. Pourquoi? Parce qu'elle a été étudiée beaucoup, cette alimentation-là. Ça a été, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été développé par deux chercheurs là, australiens. Ça vient d'Australiens. Peter Gibson, qui est un gastro-entérologue, Sue Shepherd, une nutritionniste, les deux de l'Université de Melbourne. Puis ceux qui connaissent un peu le FODMAP, il y a une application de l'Université Monash. Je pense que je l'ai mis, le petit dessin. Non, il n'est plus là. Donc, il y a l'application de l'Université Monash, là, qui est celle que je recommande le plus là, pour ceux qui veulent tenter ça. La première publication sur la diète FODMAP, elle date de 2005, fait que ça fait longtemps. Puis depuis ce temps-là, il y a eu vraiment beaucoup de données scientifiques sur son efficacité. Puis là, bien, il y a beaucoup de monde dans le domaine, là, médecins, nutritionnistes, qui la recommandent là, depuis presque 20 ans. C'est quoi les FODMAP, là, tantôt, monsieur? Yeah, enfin! On va le savoir. Donc, FODMAP, dans le fond, bien, c'est un acronyme. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer vite. Le F, c'est pour fermentescible. Donc, la diète FODMAP, c'est réduire des glucides qui fermentent beaucoup dans l'intestin. Et le O, c'est pour le premier groupe de FODMAP, les oligosaccharides. Les FOS, fructo-oligosaccharides, et les GOS, galacto-oligosaccharides. Bon, dans quoi il y en a? Dans le blé, camut, seigle, orge, ail, oignon, légumineuses, noix de cajou, etc. Je n'ai pas mis toutes les sources, mais c'est les principales. Le D, c'est pour du saccharide, c'est facile, c'est le lactose, il est tout seul dans sa catégorie. Le M, c'est pour monosaccharide, et on parle du fructose quand il est en excès du glucose dans les aliments. Donc, ce n'est pas le fructose seul nécessairement qui est problématique, c'est quand il est en plus grande quantité que le glucose, il se trouve avoir une compétition entre les deux pour l'absorption. Et là, ben, le fructose n'est pas digéré, puis il cause plein de symptômes. Il y en a beaucoup dans les pommes, dans plein de bons aliments. Pommes, asperges, cerises, poires, mangues, raisins. Le A, c'est pour la liaison. Et P, c'est les polyols là, que je disais qu'il y avait dans la gomme à mâcher. Tout ce qui finit en ol. Champignons, chou-fleurs, céleri en contiennent beaucoup. L'avocat qu'on aime tant, les pêches. Mais là, tous ces aliments-là ne sont pas à éviter à 100 %. Il va y avoir des quantités à suivre. Par exemple, l'avocat, on pourrait manger un quart d'avocat. Ça serait correct. Fait que ça, c'est les détails de la diète FODMAP que je ne peux pas détailler ici. Mais sachez que ce n'est pas tous des aliments à éviter. Les légumineuses, on peut même en manger un quart de tasse. Pas beaucoup, vous allez me dire, mais c'est quand même pas zéro. Alors, FODMAP, c'est ça. Et retenez que les FODMAP viennent majoritairement d'aliments très santé. Alors, ce n'est pas des poisons. Bon, ici, vous avez une image avec plein de sources élevées de FODMAP. Mais les FODMAP, dans le fond, là, c'est ça que les gens ne comprennent pas tout le temps. Puis je comprends que c'est un peu contre-intuitif. Les FODMAP, c'est des prébiotiques. Ils nourrissent les bonnes bactéries. Ils favorisent un microbiote diversifié. Puis là, on les enlève. Pourquoi on les réduit quand on a le côlon irritable alors que c'est supposé être bon pour le microbiote? C'est comme pas très logique. Alors, l'explication de ça. Dans les études, quand on compare le microbiote des gens qui n'ont pas le côlon irritable à ceux qui en ont un, chez plusieurs personnes qui ont le côlon irritable, on va voir des familles de bactéries qui sont en plus grande quantité, firmicutes, protéobactéries, et d'autres familles qui sont en moins grande quantité, bactéroïdetes, actinobactéries. Par contre, il y a des gens qui ont le côlon irritable, qui ont un microbiote similaire aux gens qui n'en ont pas un. Alors, ce n'est pas tout le monde qui aurait un genre de débalancement. Et la diète FODMAP, souvent, chez les gens que ce n'est pas un débalancement du microbiote, ne marche pas. C'est une autre cause. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a un microbiote qui est différent d'une personne qui n'a pas le côlon irritable, mais c'est quand même une forte proportion des gens. Alors, ça, c'est des études chez l'animal qui commencent à démontrer comment ça que les FODMAP, qui sont des bons aliments, seraient contre-indiqués chez ceux qui ont un côlon irritable. Bien, ça vient justement du fait
que, on va dire, que plusieurs personnes qui ont le côlon irritable auraient un débalancement de la flore. Donc, certaines bactéries en trop grande quantité. Et quand on mange beaucoup de FODMAP, les FODMAP non digérés nourriraient les bactéries peut-être moins intéressantes. Et ces bactéries-là, de produire eux autres, j'espère que je ne vous perdrai pas, des métabolites, puis là, il y a aussi les composants bactériens de ces bactéries-là, qui, eux autres, vont activer des mastocytes. C'est des cellules dans l'intestin immunitaire qui réagissent normalement à des intrants dangereux. Donc, les mastocytes, eux autres, libèrent des médiateurs inflammatoires, là, tryptase, histamine, prostaglandine, cytokine. Et c'est ces médiateurs-là qui vont un petit peu affecter, puis des fois beaucoup, la barrière intestinale, rendant possiblement l'intestin poreux, vont donner les fameux symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Puis, il y a des nerfs, l'intestin est rempli de nerfs. Les nerfs périphériques, dans le fond, il va y avoir une activation des circuits neuronaux et ça va réduire le seuil de la douleur, donc les gens vont avoir plus mal. Fait que c'est comme si toute cette cascade un peu inflammatoire locale créerait de l'inflammation. Mais à la base, c'est à cause qu'il y aurait un débalancement du microbiote. Chez une personne qui n'a pas ça, manger des FODMAP, c'est plutôt positif. Donc, ça a été découvert chez l'animal, mais c'est une hypothèse qui est de plus en plus reconnue, comme quoi, pourquoi les FODMAP, finalement, seraient problématiques chez les gens qui ont l'intestin irritable. Et il faut savoir, chose très importante, que le stress active aussi les mastocytes. Fait que si on mélange une période très stressante avec beaucoup de FODMAP chez une personne qui a l'intestin irritable, là, ça peut être les réactions peuvent être encore plus vives. Fait que la fameuse diète FODMAP, vous l'avez ici, l'application Monash. Il y a 3 étapes. La première, on réduit les FODMAP, mais on ne les enlève pas complètement, sinon on ne pourrait rien manger. On les réduit de façon importante pendant 2 à 8 semaines. Ensuite, on fait des tests de consommation. Fait qu'à chaque semaine, on va tester un groupe de FODMAP. On va tester, ce qui est bien, c'est qu'on teste, exemple, le lactose. La personne a enlevé le lactose, elle veut retester le lactose. On va lui faire prendre 3 doses de yogourt, par exemple, ou de lait. Là. Le lait, c'est une source encore plus élevée. 3 doses progressives de lait. Et on va voir si elle a des symptômes. Ce qui est bien, c'est que des fois, les gens vont réagir juste à la 2e dose. Ça veut dire qu'ils peuvent en manger un peu. Donc, pas obligé d'être dans une restriction totale. Mais des fois, dès la première dose, ça ne passe pas. Donc là, ça nous dit que le lactose va être probablement à retirer. Une fois que tous les tests sont faits, c'est un long processus, 6 à 12 semaines, on va réintroduire les FODMAP, bien tolérés. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les études, on dit que les gens ont des réactions à 2,5 FODMAP sur 6 en moyenne. Il y en a qui ont presque plus de réactions quand on fait les tests. Là, vous allez dire, mais pourquoi? C'est que la diète FODMAP, en quelque part, elle fait un genre de reset aussi sur l'intestin. Et on dirait que quand les gens, après ça, font les tests, ça passe bien. Ça, je le vois tellement souvent. Alors, il faut bien faire le processus, puis il ne faut pas s'éterniser. C'est ça le point là, qu'il ne faut pas oublier. Alors, les stratégies pour qu'on la réussisse bien, cette approche-là, donc, il faut choisir une bonne période pour commencer, mais comme n'importe quelle diète aussi, là, qui a des restrictions, là, il faut avoir une routine assez stable, être très motivé parce que le processus au complet va prendre à peu près 6 mois. Avoir un bon focus, puis la phase 1, là, on doit la faire la plus courte possible. Donc, si on la fait très rigoureusement, des fois, au bout de 2 semaines, on peut commencer les tests. C'est pour ça qu'il faut être prêt, il faut avoir du temps. Il faut compléter idéalement les 3 phases. L'approche FODMAP, elle est efficace pour gérer le SI à long terme, particulièrement lorsqu'elle est suivie avec rigueur et que la phase de réintroduction est complétée. Mais là, regardez, 40 à 50 % des personnes restent dans la phase 1. Parce que quand tu as fait la phase 1 et que tu vas bien, tu ne veux plus revenir en arrière. Tu ne veux pas tester parce que tu n'as pas le goût d'avoir mal à nouveau, mais c'est là que ça peut donner des conséquences. Fait que c'est pour ça que je vais en parler un petit peu plus loin de comment parler de ça. Il faut prévoir un budget supplémentaire parce que les aliments faibles en FODMAP sont souvent chers. Consommer une grande variété d'aliments faibles en FODMAP.
puis être accompagné idéalement là, par une nutritionniste qui s'y connaît. Et se rappeler que les aliments riches en FODMAP, ce ne sont pas de mauvais aliments pour la plupart, à part la gomme, là, puis les bonbons, puis certains autres aliments hyper transformés. Je veux faire juste une petite nuance entre l'intolérance au gluten puis au fructane des céréales, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont intolérants au gluten, mais c'est la partie fructane. Parce que le fructane, c'est le FODMAP, c'est un glucide et c'est présent dans les céréales qui ont aussi du gluten, le blé, orge, seigle, camut, épeautre. Il y en a aussi dans l'amarante, ail, oignon aussi, poireaux, noix de cajou, haricots rouges, etc. Les FODMAP, lorsqu'on fait fermenter un aliment, une céréale, ils vont être dégradés. Alors, c'est pour ça qu'une personne qui fait la diète FODMAP pourrait, entre autres, manger du pain au levain, de blé ou d'épeautre, là, notamment. L'avoine va aussi être permis. Alors que si c'est le gluten le problème, qui est présent dans presque les mêmes céréales, donc c'est la partie protéique. La personne qui a une intolérance vraiment au gluten ne pourra pas manger de pain au levain notamment, mais elle va pouvoir manger de l'amarante, parce que l'amarante a pas de gluten, mais a des fructanes. Fait que moi, je trouve qu'avoir une intolérance au fructane, ça donne plus de variété alimentaire qu'une intolérance au gluten. Fait que c'est bien d'essayer de trouver là, laquelle des deux ont réagi. Oups! Les risques de la diète FODMAP et autres diètes pour l'intestin irritable. Je voulais en parler parce que c'est très important. Il ne faut pas aggraver. On veut aider les gens, on ne veut pas les aggraver. Alors, en général, les gens qui ont le côlon irritable, quand on regarde les niveaux sanguins de B2, de D, de calcium et de fer, c'est plus bas à la base parce que c'est souvent des gens qui ont déjà commencé à tasser des affaires. Ça pourrait être causé aussi par, je vais en parler, du SIBO qui fait qu'on n'absorbe pas toujours nos nutriments, mais bon, on voit ça. Et quand on donne des régimes d'exclusion, là, si on les met tous ensemble, ils vont souvent amener une réduction de la B1, de la B2, du calcium, du fer, du zinc. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'improviser puis pas dire n'importe quoi parce que dans le fond, on ne veut pas dénutrir, on ne veut pas que les gens soient dénutris. L'effet nocebo, là, je pense que c'est l'affaire qui, moi, m'a le plus allumé sur l'importance de ce qu'on dit aux gens quand on fait des recommandations. L'effet nocebo, c'est l'apparition de symptômes indésirables dus à des attentes négatives. C'est l'inverse de l'effet placebo où on s'attend à un effet positif. Et dans le contexte des intolérances alimentaires, une personne pourrait réagir donc négativement à un aliment, mais juste par l'appréhension. Et regardez les statistiques. Chez ceux qui ont le côlon irritable à constipation, 35% seraient sous l'effet nocebo et 47% pour ceux qui ont les diarrhées. Et là, ça ne sert à rien de dire à la personne c'est dans ta tête, c'est psychosomatique, parce qu'ils ressentent réellement les symptômes. Mais c'est l'anticipation qui crée les symptômes et la personne n'en est pas nécessairement consciente. Les facteurs de risque d'être sous l'effet nocebo. Sexe féminin, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est tannant. Si on souffre à la base d'anxiété, de dépression, si on a des tendances plutôt pessimistes, fortement influencées par son environnement, puis si en plus on a des problèmes autres que le côlon irritable, exemple, on est diabétique plus côlon irritable, on va être plus susceptible d'être touché par l'effet nocebo. Donc, c'est des personnes qui pourraient avoir besoin de conseils plus attentifs pour éviter de déclencher cet effet-là. L'effet nocebo, une étude là, récente en 2024. Donc, c'était une étude vraiment bien faite, essai clinique randomisé, double aveugle, avait contrôlé par placebo. Ça a été réalisé dans plusieurs universités en Europe. Et on voulait étudier les effets de l'attente et de l'ingestion de gluten sur les symptômes gastro-intestinaux chez des gens qui se déclaraient souffrant de sensibilité non cœliaque au gluten. Bon, beaucoup de gros tableaux ici pour dire finalement que, il y avait 4 groupes, premièrement. Ceux qui s'attendaient à manger du gluten et qui en ont mangé, ceux qui s'attendaient à manger du gluten mais qui n'en ont pas mangé, ceux qui s'attendaient à ne pas en manger et qui en ont mangé, et ceux qui s'attendaient de ne pas en manger et qui n'en ont pas mangé. Et les résultats ont été les suivants. Dans le fond, oui, on a vu une différence significative là, au niveau du score global des symptômes gastro-intestinaux. Donc, le score global était significativement plus élevé pour le groupe
G, donc ceux qui s'attendaient à manger du gluten et qui en ont réellement mangé, par rapport au groupe qui ne s'attendaient pas à manger du gluten et qui en ont mangé. Donc, dans le fond, les deux groupes ont mangé du gluten, mais ceux qui avaient une attente d'en manger ont eu un effet, ont eu plus de symptômes que ceux qui pensaient ne pas en manger. Alors, donc ça existe vraiment. Comment on peut le minimiser? Puis ça, c'est la partie où j'ai le plus cherché parce qu'il n'y a pas tant de données là-dessus. Mais là, une des choses les plus importantes, c'est quand on dit à quelqu'un, bien, vous pourriez essayer la diète FODMAP ou enlever les produits laitiers, peu importe. C'est de formuler positivement les informations sur les aliments à éviter. En soulignant les chances que, oui, la personne va enlever ça, mais les chances que ça va bien passer quand elle va réintégrer. Parce que c'est souvent ça. Parce qu'il y aura eu un rebalancement qui se sera fait. Donc, lui dire d'avance, on va enlever ça, mais il y a des fortes chances que ça passe bien quand tu vas réintégrer. Leur dire que c'est très important la réintroduction alimentaire, et j'ajouterai un point là, que je n'ai pas mis ici, mais rappelez aux gens, par exemple, si je dis, bien, vous devez enlever les légumineuses, leur rappeler que les légumineuses, c'est un bon aliment, que plein de gens autour d'eux probablement en mangent, qui en ont déjà mangé, donc on n'est pas dans le poison, là. Juste de savoir ça, ça aiderait à minimiser l'effet nocebo. Et un autre point important, c'est qu'avoir une conscience qu'il existe l'effet nocebo offrirait un niveau de protection. Donc, de le dire aux gens, vous savez, là, ça existe, bien, l'effet placebo, ça existe, ça fait longtemps que c'est connu, nocebo, ça existe aussi. Donc, leur expliquer que ça existe. Alors, ça pourrait l'aider. Et créer aussi un environnement de consultation de confiance, l'empathie pour favoriser des attentes plutôt positives que la peur. Puis on parle beaucoup de la communication non verbale. Si je suis un professionnel et que je dis, vous savez, le gluten, c'est un poison, il faut enlever ça. Donc là, je démontre que c'est très dangereux, c'est toxique, Alors déjà là, mon non verbal, mes mots peuvent l'induire. Je ne dis pas que les gens, et ça existe, hein, l'effet, la sensibilité non cœliaque au gluten réelle, la maladie cœliaque, on le sait, là, il y a un diagnostic et tout. Mais donc, c'est vraiment important. Un autre effet secondaire des diètes trop restrictives, ça serait l'anxiété alimentaire qui peut être créée. Donc, peur de réintroduire les aliments, source de FODMAP. Ça peut progresser en troubles alimentaires si on reste trop longtemps dans la diète FODMAP ou autre, là. Donc, on dit que le trouble de l'alimentation évitante restrictive, qui est un trouble alimentaire là, reconnu, il y en a 2 fois plus chez les gens qui ont le côlon irritable que de la population générale. L'approche FODMAP suivie avec supervision à court terme va améliorer la qualité de vie. On va être ici, là. La personne n'a plus de symptômes ou très peu. Son alimentation est balancée, même si elle a certaines restrictions. Mais si elle est suivie à long terme et donc elle n'a pas de support là, pour les 3 étapes, elle va tomber dans ici où il y a une diminution de qualité de vie, les gens vont tomber dans l'hypervigilance, peur de manger, souvent carence nutritionnelle parce que là, on est dans le phénomène de l'entonnoir. Il y a un effet de la diète FODMAP notamment sur le microbiote, mais il n'est pas si pire comparé à ce qu'on pensait. Il va réduire les bifidobactéries, ça c'est démontré plusieurs fois. Mais il n'y a pas d'impact sur les autres paramètres du microbiote au niveau de la qualité du microbiote. Il n'y a pas d'impact sur la diversité, sur les concentrations d'acides gras à chaîne courte, étonnamment, et pas sur le pH fécal. Fait que c'est vraiment au niveau de la population des bifidobactéries, qui est une bonne catégorie de bactéries, où ça va diminuer. Par contre, l'alimentation FODMAP personnalisée, là, quand les gens suivent les 3 étapes et qui réintègrent les aliments non problématiques, on va restaurer complètement la population de bifidobactéries. Fait que ça ne reste pas dans le temps si on ne s'éternise pas dans le processus puis qu'on réintègre. Fait que pas de diète restrictive à long terme, encore là, à moins que ce soit absolument essentiel. Ici, vous avez un tableau, là, comment on pourrait pimper le microbiote pendant qu'on fait la diète FODMAP, là, pour peut-être diminuer un petit peu là, la diminution des bifidobactéries. C'est tous des aliments faibles en FODMAP qui sont ici. Les amidons résistants comme la pomme de terre et le riz basmati cuit, refroidi, vont avoir un amidon résistant qui va apparaître à la surface. Ça serait intéressant. Les bananes peu mûres, des petites quantités de lentilles et pois chiches. Les polyphénols, qui sont
de sources diverses, chocolat noir, petits fruits, l'huile d'olive, le thé vert. Les oméga 3 aussi ont un impact positif, que ce soit venant des poissons gras ou des différentes graines riches en oméga 3. Et pourquoi pas un peu d'aliments lacto-fermentés qui sont faibles en FODMAP aussi. Contre-indication de la diète FODMAP et d'autres diètes pour l'intestin irritable. Alors, vous vous en doutez sûrement, puis il y en a sûrement ici qui le savent, mais je le redis. Faut savoir d'abord que 23% des personnes qui ont des troubles gastro-intestinaux ont un trouble alimentaire, comparé à 10% dans la population générale. La diète FODMAP est contre-indiquée, évidemment, pour ceux qui ont un trouble alimentaire là, actif. Et ceux qui ont des antécédents, il faut être prudent. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas réactiver un trouble alimentaire. Fait qu'il y a des questions à poser quand même là, pour tâter le terrain par rapport à ça. Et quand on parle de l'importance de travailler en interdisciplinarité, on dit que chez plus de 70% des gens dont le dépistage du trouble de l'alimentation évitante restrictive était positif, un régime pauvre en FODMAP a été quand même recommandé par le gastro-entérologue, qui, lui, n'était pas au courant qu'il y avait eu ce dépistage-là. Donc, si on ne sait pas, on ne peut pas agir. Fait que, donc, collaborer, puis en tout cas, c'est sûr que je ne m'éterniserai pas là, sur les troubles alimentaires. Il y a des questions qu'on pourrait poser, évidemment, mais je voulais quand même parler de ça, c'est important. Si là, la diète FODMAP ne marche pas, c'est quoi les autres pistes? Ça pourrait être une intolérance au sucrose, qui va être plus là, vraiment par rapport au sucre, des réactions suite à l'ingestion de sucre ou de maltose, l'intolérance à l'histamine, l'intolérance non cœliaque au gluten, ça pourrait être l'intolérance aux protéines laitières, surtout la A2, le SIBO. Là, je vois le temps avancer. Je vais accélérer juste un petit peu mon rythme, là. Je vais être un peu plus soufflée, mais j'aimerais, faut qu'on ait du temps pour la dernière section, elle est trop importante. L'intolérance aux protéines laitières A2, sachez qu'il y a 2 caséines dans le lait, la A1 et la A2. La plupart des laits de vache standards ont les 2. La principale différence entre les 2 caséines, c'est la séquence d'acides aminés là, dans les protéines. Et ça a un impact sur la façon dont les protéines sont décomposées pendant la digestion. Lorsqu'elle est digérée, la A1, on va dire la moins intéressante, elle libère une plus grande quantité, environ 3 fois plus que l'A2, de bêta-casamorphine 7, qui, selon l'hypothèse, induirait une inflammation. Ça, c'est démontré dans des études animales pour le moment. Dans les laits là, A2, là, qui ont juste la protéine, qu'on va dire, moins inflammatoire, ça vient des vaches. C'est des vaches spécifiques qui produisent ce lait-là. Les Jersey, les Brown Suisse, les Guinsey, quelque chose comme ça. Ils produisent, eux autres, que de la A2 et non la A1. Puis le lait de chèvre, qui est souvent mieux toléré, c'est parce qu'il y a presque juste de la A2 aussi. Alors, l'intolérance aux protéines laitières A2, puis l'inflammation, là, c'est sûr qu'il manque d'études là, avant de confirmer ça, mais il y a des gens qui pourraient peut-être essayer, au lieu d'enlever tous les produits laitiers, pourraient peut-être essayer les produits A2 en premier, ce qui contribuerait à une certaine variété alimentaire, là. Donc, ça, c'est une autre façon peut-être de ne pas tomber dans une restriction qui n'est pas facile à suivre à long terme, pas de produits laitiers du tout. Bon, si on est végane, c'est sûr que là, on le fait pour des raisons autres. L'intolérance, c'est au A1, c'est au A2? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est non, c'est A1. Oui, oui, désolée. Merci. Vous suivez très bien. OK. Le SIBO. Le SIBO, j'en parlerai pas longtemps, là. Ça pourrait être l'objet d'une conférence au complet, mais si encore là, on a essayé plein de choses, il n'y a rien qui marche, ça pourrait être un SIBO, qui est l'acronyme pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Le SIBO, ça serait à l'origine de 4 à 78% des cas de SII, selon la méthode diagnostique utilisée. Ça produit les mêmes symptômes que le SII ordinaire, mais avec une prédominance de ballonnement. L'alimentation FODMAP n'est pas assez efficace pour réduire les symptômes quand c'est le SIBO. On voit un échec et souvent, ça doit être traité notamment avec des antibiotiques. Donc, si on suspecte ça, évidemment, on consulte son médecin. Je vais sauter ça parce que je veux vraiment vous parler de ça. Puis là, on m'a indiqué qu'il restait 5 minutes. Fait que là, je vais dépasser peut-être de 5 minutes. OK.
Bon, alors, au-delà de l'assiette, c'est justement aller voir si on ne pourrait pas se soigner ou en tout cas réduire nos symptômes autrement, parce que c'est un désordre de l'axe cerveau-intestin, le côlon irritable, mais aussi les autres troubles gastro-intestinaux fonctionnels. Donc, l'axe cerveau-intestin, hein, ça fait référence à la communication là, bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau-intestin. Et c'est via des signaux, c'est complexe, c'est via des signaux nerveux qui sont envoyés dans les deux sens, endocriniens, c'est via le système immunitaire. On ne sait pas pour le moment comment les communications se font exactement, mais on sait qu'il se passe de quoi. C'est ça, c'est très complexe, c'est à l'étude. Il y a des spécialistes de neurogastroentérologie là, qui sont à étudier ça là, à fond là, depuis quand même 10-15 ans facilement. Alors, les thérapies, parmi les thérapies de l'axe cerveau-intestin, la thérapie cognitivo-comportementale et l'hypnothérapie dirigée vers l'intestin, auto-administrée ou en face-à-face. Donc, c'est bien de savoir qu'on peut se l'auto-administrer. Ça peut améliorer les symptômes gastro-intestinaux de façon significative et sont les plus efficaces à long terme parmi toutes les approches qui existent. La thérapie cognitivo-comportementale, là, je ne suis pas psychologue, là, mais je vous fais juste un bref aperçu à quoi ça peut ressembler. Ça aide à remplacer les pensées catastrophiques par des pensées plus rationnelles, apaisantes, pour mieux gérer le SI. Alors, exemple, une personne que le SI se dit, bon, là, si je mange ça, je vais avoir des douleurs terribles, ça va gâcher ma journée. Fait que j'en mange pas. Ça, juste cette pensée-là augmente le stress, qui peut aggraver les symptômes. Alors, les psychologues vont travailler les pensées, suggérer d'autres pensées plus réalistes. Donc, la personne pourrait se dire, OK, il est possible que le repas me provoque des inconforts, mais j'ai des outils pour le gérer, comme mes exercices de respiration, comme des choix alimentaires adaptés pour moi. Juste cette pensée-là réduit l'anxiété, améliore la gestion des symptômes et brise le cercle vicieux entre le stress et les troubles digestifs. Bon, c'est un exemple, là. Mais c'est comme ça entre autres, qu'on va travailler là, avec cette thérapie-là. Elle va agir, la TCC, sur l'hypervigilance que les gens ont sur leurs symptômes, sur l'évitement qu'ils vont faire des fois là, d'aliments. Ça va agir sur le système nerveux sympathique, donc en le calmant. Ça va agir sur la catastrophisation de la douleur, la peur des symptômes, le biais attentionnel. Maintenant, l'hypnothérapie, elle serait autant efficace que la diète FODMAP. Donc, c'est une étude en 2016 où on a testé l'hypnothérapie, la diète FODMAP et les deux ensemble. Puis, l'hypnothérapie s'est révélée autant efficace que l'alimentation FODMAP et a eu plus d'effets positifs sur la santé mentale que la diète FODMAP. Puis, il n'y aurait aucun bénéfice à faire les deux en même temps. Fait que c'est un choix à faire. Là. On ne fait pas les deux. Ce qui est intéressant pour l'hypnothérapie, là, je ne suis pas hypnothérapeute, là, mais ce que j'ai lu, c'est que au niveau de des applications, il y en a une qu'on entend beaucoup parler, Nerva. Ça serait autant efficace que les rencontres avec un hypnothérapeute. Par ailleurs, moins bonne adhérence parce qu'on n'a pas de suivi, on n'a personne qui nous encadre. Et ça, ce n'est pas à négliger. Je pense que les gens, à un moment donné, abandonnent. Là. Mais quelqu'un de discipliné, rigoureux, puis, tu sais, capable, il y a beaucoup de gens là, qui sont très disciplinés là, à faire les choses par eux-mêmes, bien, ça serait autant efficace. Parce qu'on sait que l'accès aux psychologues, aux hypnothérapeutes, c'est pas toujours évident. Alors, bon, c'est des outils qui existent. L'hypnothérapie, elle agirait plus sur la somatisation, la catastrophisation de la douleur, la peur des symptômes et le biais attentionnel. La pleine conscience. Alors, vous ne serez pas surpris, mais quand même, il y a des méta-analyses. Là. Ça veut dire plusieurs études mises ensemble, puis on a combiné les résultats pour arriver à dire que ceux qui ont le SII, la qualité de vie est vraiment statistiquement significativement plus élevée dans le groupe qui la pratique que ceux qui ne la pratiquent pas. Et le score de douleur, qui est le symptôme principal là, pour le SII, était plus faible, toujours significativement plus faible, chez ceux qui pratiquaient la méditation pleine conscience. Les effets de la pleine conscience, c'est le fun parce qu'on connaît même où ça agit. Ça agit sur le système nerveux, la catastrophisation de la douleur, la peur des symptômes et le biais attentionnel.
et même le yoga. Dans une étude de 2018, 2 séances de 75 minutes, mais une séance de yoga avec des exercices spécifiques pour les troubles gastro-intestinaux, ça a été, sur 12 semaines, ça a été aussi efficace que la diète faible en FODMAP. Il n'y avait pas de groupe placebo, alors de groupe, contrôle. Fait que ça nous laisse toujours dans, est-ce que ça a été juste l'effet placebo qui a agi? Mais quand même, ça vaut la peine d'investir dans les recherches sur l'effet du yoga. Donc, finalement, j'ai clenché. Ça va être correct. Bon, on est rendu à la fin. En fait, ce que je vais vous le résumer, ce que je disais sur les probiotiques, c'est que moi, quand les gens viennent me voir, ils ont souvent essayé les probiotiques avec des résultats mitigés. Mais là, ils ont pris le probiotique en pharmacie, là, celui qui est souvent recommandé. Donc, ça n'a pas vraiment agi. Fait que, j'en recommande pas un autre. D'emblée, de toute façon, il ne faut pas trop suggérer de changement en même temps parce que tu ne sais plus ce qui fait effet. Mais quand les gens ont fait la diète FODMAP, puis le résultat n'est pas super, puis que quelqu'un, par exemple, la diarrhée demeure, là, des fois, je vais y aller avec des souches ciblées là, qui sont reconnues pour aider contre la diarrhée, par exemple. Mais encore là, il faut s'assurer de la qualité, puis que c'est des produits prouvés. Fait que c'est pas quelque chose que je vais recommander en premier, parce que souvent, ils l'ont déjà essayé. C'est quelque chose qui même les médecins vont recommander souvent les probiotiques là, comme première approche. Donc, ça a sûrement une place, mais pour qui, quand, là, c'est ça qui n'est pas déterminé avec précision. Donc, vers une approche intégrative, je finis avec cette étude-là qui est en plein là-dedans, qui a démontré, dans le fond, c'est une étude de 2020. On a pris un groupe qui a eu des soins multidisciplinaires pour son SII. Alors, des nutritionnistes, des psychologues, des gastro-entérologues et des professionnels en thérapie complémentaire et alternative. Je ne peux pas vous dire lesquels. Est-ce que c'était des acupuncteurs, des profs de yoga? Je n'ai pas le détail. Donc, une équipe de soins complète. Ils ont eu des meilleurs résultats en termes de gestion des symptômes, de bien-être psychologique, de qualité de vie et de coût global des soins comparé à ceux qui ont juste vu le gastro-entérologue et qui sont fait soigner avec des médicaments. Ça ne vous surprend sûrement pas, mais c'est pour démontrer qu'il y a des preuves à l'appui que c'est vraiment plus efficace, mais à plein de niveaux, de travailler avec des équipes complètes en soins. Donc, voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a appris des choses. Et si vous avez des questions, je vais être là. Ah, attendez. J'ai oublié de faire ma conclusion. J'invite les personnes qui posent des questions à se lever, parce que quand on est en arrière de la salle, c'est le fun d'entendre la question. Alors, levez-vous. L'autre information très technique, les organisateurs vous encouragent fortement à aller visiter les exposants. Okay? Parce que si cette conférence-là est possible, c'est grâce aux exposants. Alors, allez les voir, ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup, Hélène. Ça m'a fait plaisir. J'ai oublié de faire ma conclusion, fait que je vais la faire quand même. Fait que, en résumé, pour le bien-être intestinal, les changements alimentaires de base doivent être proposés avant des changements plus drastiques. Les approches alimentaires avec plusieurs restrictions ne sont pas toujours indiquées. Là, on a vu pour qui il ne fallait pas nécessairement aller dans cette voie-là. La manière de communiquer les aliments à éviter et leurs effets est crucial pour réduire les risques d'anxiété, d'effets nocebo, de carences nutritionnelles. Puis puisque les troubles gastro-intestinaux fonctionnels sont des désordres de l'interaction cerveau-intestin, il est de mise d'insister sur l'importance de l'approche multidisciplinaire qui inclut les thérapies cognitives, comportementales, l'hypnothérapie, la méditation, la relaxation. L'usage des produits de santé naturels comme les probiotiques, les médicaments peuvent faire partie du traitement. Donc, il n'y a pas d'affaire de dire, ben là, ça, non. Pour certaines personnes, ça va en prendre là, certains médicaments parce que c'est trop aigu. Et enfin, ben c'est ça. La meilleure approche, c'est de mélanger tout ça puis travailler ensemble. Fait que, merci de votre attention. Merci. Là, est-ce que vous allez au micro ou c'est quoi qui en... Non? OK, bon. J'ai vu toi en premier, fait que tu peux y aller avec ta question. En fait, par économie de temps, je vais formuler ma question comme ceci. OK. Dans l'entonnoir, il y avait un jeûne intermittent. Oui.
je veux juste savoir si je dois interpréter, est-ce que votre opinion pour le jeûne intermittent est favorable, défavorable ou nuancée? Bien, oui, c'est très bien, parce que je suis contente que tu la poses la question. Dans le fond, il faut s'écouter. Alors, si une personne tente le jeûne intermittent et ça fait, je ne sais pas, une semaine ou deux, et elle se tord les boyaux là, pour toffer jusqu'à midi, là, pour ne pas manger avant midi, est-ce que vous pensez que c'est positif? Non. Puis là, si elle s'est tordue les boyaux, puis elle avait faim, quand elle va arriver à son prochain repas, ça me surprendrait qu'elle mange lentement et pas beaucoup. Mais si quelqu'un n'a jamais eu faim le matin, tu sais que naturellement, elle s'écoute et que c'est à 11 heures qu'elle a faim, pourquoi pas? Ça veut dire qu'elle a écouté son corps. Et si, quand elle commence à manger, elle garde la conscience de ne pas manger trop vite et de pas non plus trop manger, pas manger 2 repas en un, pourquoi pas? C'est toujours ça, c'est s'écouter. Puis si ça fit avec nous, pourquoi pas? Mais il y a des gens, clairement, que ça ne fonctionne pas, ça stresse leur système nerveux, même de faire le jeûne. Et d'autres, c'est le contraire, ça va les calmer parce qu'ils mangeaient, ils se forçaient de déjeuner parce qu'on a toujours dit qu'il faut déjeuner. Cas par cas. Ouais. Ma question a fait le pouce sur l'assiette. Oui. C'était la question que j'avais. Oui. Je ne vais pas couper Marie-Lasky, par exemple. La différence donc entre le jeûne intermittent et pourquoi ballonner si on ne mange pas pendant 7h30? Oui. Bien, en fait, il ne faut pas oublier que le jeûne intermittent, quand on le fait, souvent, la façon dont c'est pratiqué, là, c'est on ne mange pas dans la soirée, puis on allonge le jeûne. La faim, elle est déclenchée dès qu'on commence à manger, dans le fond. Fait que tant que tu n'as pas mangé, tu peux être très confortable. Tu sais, dans le fond, tu peux être encore sous l'effet, bon, surtout si tu as une flexibilité métabolique, ton corps va avoir utilisé des graisses, puis tu ne pourrais pas souffrir du tout de la faim, des mécanismes de faim ne pourraient même pas être activés. C'est dès que tu mets quelque chose dans ta bouche que là, tu pars la cascade de l'insuline monte, après ça, ça descend et là, tu as faim. Donc, fait que c'est ce qui pourrait expliquer que des gens font un jeûne, ils n'ont pas faim et quand ils mangent finalement au bout de 16 heures, ça passe quand même bien parce qu'ils n'ont pas, ils ont utilisé par exemple les graisses pendant ce temps-là et vu qu'on a plein de graisses en réserve dans le corps, ils n'ont pas eu cette faim qui a créé la salivation, la formation d'air. C'est comme ça que je l'expliquerais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je vais laisser la place aux autres et je viens de... OK, tu viendras me voir. Parfait. Oui. Je me posais la question, quand vous parlez des légumineuses, est-ce que vous faites une distinction quand c'est germé ou pas? On pourrait en faire une. Trempé, vraiment de germer. Quand c'est germé, là, les sucres problématiques, là, les GOS, là, ils sont beaucoup réduits. Ils sont beaucoup, beaucoup réduits parce qu'il y a aussi qu'il y a une enzyme qui est produite qui va aider à les digérer, puis il y a aussi qui sont dégradés pendant la germination, pas à 100 Fait que des gens hypersensibles, ça pourrait ne pas marcher quand même, là. Mais oui, c'est un truc pour mieux les tolérer qu'on connaît depuis assez longtemps, là. Effectivement, bon point. Chicanez-vous pas? Oui. Tantôt, vous avez parlé des protéines laitières en 1 à 2. Nous, communs des mortels, comment on peut les distinguer au supermarché? Bien, dans les supermarchés, là, les produits laitiers standards, si c'est pas marqué A2, là, c'est tout du standard A1. Il y a les 2 protéines. Fait que malgré que maintenant, on retrouve le lait A2, il est marqué en gros là, dans les épiceries standards, mais les fromages, les yogourts, c'est plus, on en a plus dans les magasins de produits naturels. Puis il y a la compagnie Missisquoi qui en fait, mais ça ne va pas être marqué A2 sur le dessus. C'est qu'on va voir que c'est les vaches, le type de vache va être marqué souvent. Mais si vous faites une recherche sur Internet, là, produits laitiers A2, vous allez voir les marques qui sont... Il y en a de plus en plus partout. Oui, bien, oui. Il y a 5 ans, c'était rare, ces produits-là, mais maintenant... Puis il y en a que ça ne marchera pas plus. Hein. Il y en a qui sont intolérants peut-être aux 2 protéines ou qui... Il y en a que, c'est ça, c'est pas toujours un succès là, avec ces produits-là, mais c'est une avenue. Oui. Oui. À quelle fréquence on devrait consommer des aliments lactofermentés? À quelle fréquence? Oui. Bien, si on en a besoin, tu sais, si on a une alimentation vraiment variée puis qu'on mange beaucoup d'aliments là, qui ont des... On mange déjà 2 ou 3 fois par semaine, est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Puis encore là, les aliments lactofermentés, ceux qui auraient une intolérance à l'histamine, qui est un autre problème, ne pourraient pas en manger. Donc,
Mais ça, on va le savoir assez vite si ça ne nous fait pas, là. Oui, puis après, ça va être à toi. Oui. Une personne qui est cétogène depuis 2 ans, 100%, Oui. avec fait des lésions d'intermittent. Oui. Incontinence fécale, ça peut avoir un lien avec ce beau régime-là de... Ça s'est-tu développé depuis le régime ou c'était là avant? Depuis cet été. OK. L'été passé, de ce que j'ai pu comprendre. Mais ça fait 2 ans que le cétogène est arrivé dans sa vie, plus le régime intermittent. Est-ce que c'est ça? Je me demande dessus le lien qui fait que... Bien, j'ai pas lu que ce régime-là nécessairement donnait de l'incontinence fécale, mais est-ce que il faudrait voir la composition. Il y aurait beaucoup de questions à poser. Tu sais, est-ce que la personne qui mange cette diète-là mange quand même des végétaux un peu? Donc, peut-être que non, justement, il n'y en a pas assez. Puis là, il y a un manque de fibres qui s'est installé. Ah, elle a peur de manger une banane. Juste comme on parlait tantôt. Oui, peut-être que la personne a coupé plus que ce qu'elle devait couper. Tu sais. Okay. Puis c'est ça. Là, s'il y a la peur qui s'installe, est-ce que c'est l'effet nocebo? Ouais, je trouve ça intéressant. Oui. Mais le gras, c'était pas un trigger? Le gras, oui, le gras, les gars peuvent être des triggers aussi, là. Mais le gras, oui, chez certains qui ont une hypersensibilité, là, ça donnerait à ce moment-là plus des... Ceux qui réagissent à trop de gras, ça peut aussi être un manque d'enzymes là, pancréatiques, mais ça pourrait donner des diarrhées. Mais là, peut-être, j'ai pas eu de cas. J'ai pas eu de cas là, comme ça jusqu'à maintenant. Puis, ah oui, toi. Pour moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a eu, dans le fond, dans toute ton approche, il n'y a pas d'analyse microbiote, on en parle de plus en plus, ou est-ce que c'est plus accessible, moins dispendieux que, mettons, de 5 ou 10 ans? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ici au Québec? C'est sûr que moi, je suis dans un ordre professionnel et actuellement, il n'y a pas d'analyse de microbiote qui sont reconnues par Santé Canada. Donc, je ne les utilise pas. Par contre, ce que j'ai su, c'est pour ceux qui sont disponibles sur le marché, il faut s'assurer que pour que ce soit une bonne analyse, là, sophistiquée, qui est basée sur quelque chose, là, en tout cas, qui est solide, il faut que ce soit la technologie métagénomique shotgun. Ça, je l'ai bien dit, parce qu'eux autres, ils vont aller mesurer l'ADN, là. L'ADN, donc tu vas vraiment avoir les souches précises. Et que les autres méthodes, là, ça ne vaudrait peut-être pas grand-chose. Mais moi, je ne les utilise pas. Donc, c'est ça. C'est ce que je connais là, sur les analyses de microbiote. Je ne veux pas te... Il y a un petit kiosque ici. Ah oui? Ah. Ils font des tests et des poussées. On en parlait ici tantôt. Je suis allée avec la femme. Oui. Excuse-moi, je ne veux pas... Non, c'est correct. Bien, tant mieux. Vous irez prendre les renseignements, là. OK. Oui. J'ai pas compris. Atteint de... Ah, de la COVID longue. OK. Oui, oui. Bon, il faut savoir que chez ceux qui ont la COVID longue, j'ai lu ça récemment, 5 de ces personnes-là ont vraiment une attaque au niveau intestinal importante. Donc, ce que j'ai lu, mais il n'y a pas beaucoup de littérature, hein, parce que c'est une nouvelle problématique, c'est qu'on serait plus, ça serait plus les histamines qu'on ciblerait comme source qui pourrait donner des symptômes, là, donc les aliments riches en histamine, que les FODMAP. Bien que la diète FODMAP, dans une étude, ils ont vu que ça réduisait le taux d'histamine dans les urines parce qu'il y a moins d'activation mastocytaire, là. Donc, c'est du cas par cas, mais selon les symptômes, on pourrait essayer le FODMAP en premier, puis peut-être la diète faible en histamine, éventuellement. Ça serait des pistes, oui. Plaisir. Oui. Oui. Je veux juste savoir ta vision par rapport à 3 choses. Il y a l'intestin irritable, le leaky gut, le manque d'acide chlorhydrique, hypochlorhydrique, puis les diminutions de production d'enzymes digestives, de supération. Oui. Oui. C'est des possibilités. Tu sais, le manque d'acide chlorhydrique, à part des pH métries là, prescrits par le médecin qui ne sont pas souvent,
c'est pas évident de le diagnostiquer, là. Bon, il existe des tests, des fois les gens le font avec du bicarbonate de soude, mais on n'est pas sûr que c'est valide, ce test-là. Ça se peut qu'il y ait des gens où, effectivement, qu'il y ait une hypochloridrie et que ça fait que plein d'aliments ne sont pas bien digérés puis ils fermentent plus. Donc oui, ça fait partie des possibilités. Puis là, tu me disais, là, c'est ça que j'aurais à dire. D'enzymes, exemple, ça fait Ouais. partie de... Bien, moi, les enzymes où je travaille avec, c'est plus quand les gens, on a découvert les FODMAP qui ne toléraient pas. Il y a des enzymes spécifiques maintenant pour digérer les FODMAP. Fait que je vais travailler surtout à ce niveau-là. Exemple, les lactates, mais il y a des formules comme FODZIM là, qui sont plus spécifiques pour digérer les FODMAP. Je ne travaille pas beaucoup avec les suppléments d'enzymes. Je sais qu'il existe la bétaïne HCl là, pour l'acide chlorhydrique, mais c'est ça, je n'ose pas toujours aller vers ça. Des fois, je vais pour stimuler un petit peu l'acide, mettons que je soupçonne ça, je trouve que les aliments lacto-fermentés vont aider un peu parce qu'ils sont plus, ils ont des bons acides, ces aliments-là. Fait que je vais plus y aller avec les aliments. Tu sais, on a mettre du vinaigre de cidre de pomme aussi dans la salade, ou plutôt que de travailler avec des suppléments que je trouve que c'est plus... Des fois, ça donne des brûlures d'estomac, certains suppléments. Fait que il y a quelque chose peut-être là aussi. C'est juste qu'on a moins on n'a pas de test nécessairement. Avec le Leaky Gut. Oui, le Leaky Gut. Bien, j'ai pas... je manquais de temps, là, mais j'avais une slide qui parlait que chez les gens qui ont l'intestin irritable, un fort pourcentage de gens ont une barrière intestinale altérée, là. Fait que c'était de l'ordre de 30 à 50 des gens qui ont cette affection-là. Donc, ça aussi, ça contribue au problème. Quand on baisse les FODMAP, on améliore beaucoup la barrière intestinale, donc il y a moins de leaky gut. Fait que, puis là, bon, il existe la glutamine qui pourrait peut-être aider, mais pas avec encore beaucoup de science derrière. Mais des fois, on peut aller jusque-là avec certaines personnes où il n'y a rien qui s'améliore. Travailler avec certaines substances comme ça. C'est bon? Ça répond? OK. Merci, Hélène. C'est bon. Merci de votre attention.